Bonjour à tous. Cette présentation est de Gordon Savicic. Il est artiste, ingénieur. Il a tout un tas d'expositions derrière lui à travers le monde. Et Félix Stalder, professeur de technologie et d'art. Ils vont nous parler de l'infrastructure d'un oiseau migrateur, d'une migration assistée aux aspects sociaux, technologiques et écologiques. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci pour cette introduction et bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation aussitôt le matin. Je suis Félix Stalder et je suis Gordon Savicic. Nous faisons partie d'un projet de recherche artistique qui s'appelle Latent Spaces à l'Université des Arts de Zurich. Et le contexte plus large de ce projet, c'est qu'on s'intéresse aux ambiguïtés dans les données qui sont toujours là, malgré la précision numérique de ces données. Comme les data scientists dans la salle le sauront, l'ambiguïté, c'est quelque chose que généralement on essaye d'éviter. Il y a plein de techniques, des courbes, des arrondis, des façons d'enlever les points de données qui ne nous intéressent pas, dans le but d'enlever l'ambiguïté dans nos données. Mais nous, dans ce projet, on voit l'ambiguïté comme quelque chose de positif. Parce que l'ambiguïté ouvre le chemin à la discussion des différentes significations qu'on veut donner aux conséquences de ces ambiguïtés et à la façon dont ces ambiguïtés sont des médiateurs du monde. On a commencé à s'intéresser aux données des animaux migrateurs et aux technologies qui servent à les acquérir. Et on s'est intéressé à la question de comment ces données transforment notre notion de ce qu'un animal sauvage est. Et de par là, on peut poser la question de comment est-ce que la technologie peut soutenir plutôt que détruire la nature. Alors, nous ne sommes pas des biologistes, notre but n'est pas, notre travail n'est pas dans la réintroduction de la faune sauvage dans la nature, mais nous travaillons quand même de façon rapprochée en tant qu'artistes et en tant que chercheurs dans les médias avec ces biologistes. Un oiseau sur lequel on a beaucoup de données, c'est l'ibis chauve. C'est un oiseau qui pèse environ 1,4 kg, un oiseau plutôt large, 1,3 m d'envergure, aile écartée, et il peut vivre jusqu'à une trentaine d'années. C'est un oiseau migrateur. Il a une migration naturelle en été. En été, il est dans les pentes nord des Alpes, sud de l'Allemagne, Suisse, Autriche. Et en hiver, il est plus dans les régions plus chaudes de la Méditerranée. Ce que vous avez à l'écran ici, c'est un dessin de 1555 qui, jusqu'à il y a peu, c'était un des seuls dessins qui existait de cet oiseau, puisqu'en 1621, cet oiseau a été éteint en Europe. En 1910, il a été mis sur la liste des oiseaux en danger critique, parce qu'il n'y avait plus que quelques individus qui restaient. Et un projet a commencé en 2013 pour recréer une population sauvage de cet oiseau. Le but était d'annuler une extinction locale. Donc on a importé des oiseaux d'une autre région. Et cette réintroduction n'est pas juste un projet de ramener les animaux, d'ouvrir les cages et de les laisser s'envoler, mais de créer des conditions favorables à la réintroduction de cet oiseau dans une région dans laquelle cet oiseau n'a pas été en vie du tout pendant environ 400 ans. Alors, qu'est-ce que ça prend de recréer un animal sauvage? Alors, on a déposé des capteurs sur l'oiseau sauvage et on a découvert que la technologie sur l'oiseau est une seule partie d'une structure beaucoup plus vaste pour que l'oiseau puisse redevenir sauvage. Pour cartographier cette infrastructure gigantesque,
On va rapidement passer sur la carte. Au centre de la carte, il y a 4 cadrans. Il y a les éléments technologiques de l'infrastructure, les éléments sociaux de l'infrastructure et comment le public est inclus. En bas à gauche, on a les éléments écologiques, là où l'oiseau vit, son environnement naturel. Et en bas à droite, on a les éléments infrastructurels, les entités qui travaillent dessus, comment est-ce qu'on finance ce projet, etc. Au centre de la carte, on voit les relations entre ces différents éléments. Et on a aussi 3 échelles. En haut, il y a une échelle spatiale qui commence à une échelle planétaire, donc des milliers de kilomètres, et ça zoome jusqu'à des échelles de millimètres par échelle, par rapport de centaine à centaine. Quand on juxtapose ça aux données, on peut voir des nouvelles relations, qui sont des relations spatiales entre les éléments qu'on a déjà vus. À gauche, on a une échelle monétaire, parce que tout dans notre monde a un prix, mais tous les éléments qui sont ici ne sont pas forcément des éléments qui ont une valeur monétaire intrinsèque, mais notre société a besoin d'assigner un prix aux choses. On a besoin de quantifier monétairement la valeur d'un oiseau mort, par exemple. Ce qui évidemment est difficile à faire. Il y a plusieurs méthodologies pour estimer ça, qui donnent des résultats différents, mais l'important est qu'on doit mettre un nombre pour dire un oiseau mort vaut tant. Sur l'échelle du bas, il y a une échelle temporelle qui est séparée en 3 catégories différentes. Le temps géologique, donc ça charge avec l'âge génétique de l'oiseau, environ 1 million d'années, bien plus que l'Homo sapiens. En dessous, on a une échelle biologique, donc ça c'est le temps tel qu'on le vit à l'échelle d'un individu. Et en dessous, on a une échelle de temps atomique jusqu'à la nanoseconde que les GPS nous donnent, ce qui permet d'observer des éléments très précis dans le temps, très rapproché. Toutes ces échelles, l'échelle temporelle, l'échelle géographique, l'échelle financière, doivent fonctionner ensemble pour stabiliser ce projet. La réintroduction sauvage a commencé en 2015, après 11 ans de préparation. On a passé ce temps à récupérer des fonds. Il y a peu de choses qui allaient, genre avec le programme. On avait un objectif d'introduire au moins 357 individus, ce qui permettait d'avoir une population qui était capable de se reproduire elle-même, parce qu'on avait assez de diversité génétique. Quand on aura une population stable, il est probable que cette infrastructure va être réduite, mais qu'elle ne disparaisse jamais complètement vraiment. Et on va revenir à ce que ça veut dire plus tard, de ne jamais laisser les natures complètement livrée à elle-même. Parce qu'on a régulièrement cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste laisser la nature tranquille? Est-ce que la nature se débrouillera pas très bien toute seule? C'est aussi quelque chose dont on parle dans tout ce qui est ingénierie du climat, par exemple. Et il y a 2 raisons ici pour lesquelles on ne peut pas juste laisser la nature tout seul. La plus simple est simplement que on ne le fait pas. On interfère énormément avec la nature. Et qu'un des effets que ça a, c'est qu'on est maintenant dans la 6e grande extinction de l'histoire de la planète. C'est une grande extinction, c'est-à-dire qu'on est à peu près 1000 à 10 000 fois plus d'extinction d'espèces qu'en temps normal. Donc c'est vraiment un impact massif. La question n'est donc pas est-ce qu'on peut juste laisser la nature tranquille toute seule, parce que de toute façon on ne le fait pas. La question est donc est-ce qu'on peut réparer une partie des dommages qu'on cause. Il y a une deuxième raison pour laquelle on ne peut pas laisser la nature tranquille, c'est le changement climatique. Le changement climatique ne laisse rien tranquille. Le climat se déplace vers le nord d'environ 400 mètres par an.
c'est-à-dire environ 1,50 m chaque jour. Donc pour une plante, pour qu'une plante reste dans la même zone climatique et qu'elle soit laissée tranquille, il faut qu'elle se déplace d'1,50 m par jour, ce qui évidemment est très difficile à faire pour une plante. Et on verra plus tard que le changement climatique a déjà un effet assez dramatique sur ce projet. Il n'y a tout simplement pas de niveau pré-humain de la nature auquel on peut revenir en se disant que la nature va redevenir comme elle était, pour le meilleur ou pour le pire. On est obligé, nous, d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Je vais parler des aspects technologiques qui apparaissent dans nos recherches. Un d'entre eux est une des raisons pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste utiliser des cages dans le cas des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs ont une tendance naturelle à la migration, mais c'est quelque chose qu'ils apprennent socialement par leurs parents. Et les jeunes oiseaux qu'on a réintroduits n'avaient pas de plus anciens pour leur montrer. Donc on a dû leur montrer la migration. Il y a l'avantage, c'est qu'on a pu leur montrer un habitat approprié pour l'hivernage. Il y a aussi des phases de attachement dans des contextes très proches. Cet attachement mutuel dans lesquels les mères adoptives vont s'attacher aux oiseaux individuellement, ils les reconnaissent individuellement, ils s'occupent d'eux. Et le but est, ici, les oiseaux suivent non pas les ULM pour la migration, ils suivent les gens. Donc il est très important de créer ce lien entre les oiseaux et les personnes afin que les gens puissent les guider dans cette migration. Une fois que les oiseaux ont été entraînés sur ces routes migratoires, les oiseaux peuvent maintenant être libérés dans la nature. Une fois qu'on les libère, on les équipe d'un système de suivi qui est une puce GPS. Alors c'est pas facile d'accrocher ça sur un oiseau, ils ont un petit harnais pour ça. Le poids du système est d'environ 1 à 2% du poids total de l'oiseau, ce qui est quelque chose qui est tout à fait dans la région de ce qui est acceptable scientifiquement en termes de masse pour un oiseau. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que si le poids n'est pas un problème, l'aérodynamisme est très impacté par la présence de ce capteur. Alors comment est-ce qu'on peut optimiser l'aérodynamisme? Eh bien, on teste dans des tunnels avant. Donc, on a construit des tunnels avant pour pouvoir trouver un point d'équilibre entre un tracker fonctionnel, quelque chose qui est suffisamment gros pour avoir sa batterie et son équipement, mais qui en même temps, est le moins d'impact aérodynamique possible. Donc, il y a un problème d'optimisation ici. Et on a entraîné spécifiquement certains oiseaux pour voler dans ce tunnel à des vitesses de 75 km/h de vent. Pour la petite histoire, ça a été construit dans une ancienne ferme à vaches laitières et il y avait d'autres oiseaux qui habitaient déjà naturellement dans cette ferme abandonnée. Toutes ces expériences ont été publiées l'année dernière, donc pour environ 25 000 €, vous pouvez construire votre propre tunnel pour faire vos tests d'aérodynamisme sur des oiseaux migratoires, ce qui est quelque chose de très intéressant à faire. Donc les informations spécifiques sur l'outil de tracking, on a OrniTrack 20 qui indique le poids et qui contient un tracker GPS ainsi que des balises 4G, un accéléromètre, une batterie et un magnétomètre. Cet outil peut poser des problèmes en termes d'aérodynamique. Cet outil a été construit pour des conditions très extrêmes. L'eau, l'exposition au soleil, le froid des montagnes. Les oiseaux sont plus robustes que l'outil de tracking.
le flux de données, l'Ornitrack 20 upload ces données par un réseau 4G à un serveur. Les données sont uploadées à un serveur qui s'appelle Ornitella, c'est un serveur qui est en Lituanie. Et ces données sont ensuite transmises à la MoveBank, qui est une infrastructure de stockage de données relatives aux oiseaux migrateurs dans l'Institut Max Planck. Grâce à ces données, on a environ 8000 études, on a environ 8000 études différentes qui collectent des données dans ce système de stockage, dans la MoveBank. Et on a plusieurs milliards de data points, d'emplacements géographiques des oiseaux qui ont été suivis. Je dis ça juste pour vous donner une idée de quel rôle a ce projet dans un écosystème plus large de projets là-dessus. Notre projet a environ 13 millions de points de données sur les différents oiseaux qu'on suit. MoveBank fournit une interface web pour les recherches publiques. Donc c'est un outil qui est à vocation de recherche scientifique pour les chercheurs, mais il y a aussi des implémentations qui sont plus pour le public le plus large. Donc il y a cette application que vous pouvez installer vous-même qui est disponible sur Android et iOS. Ça s'appelle Animal Tracker. Et cette application vous donne des données presque temps réel sur les mouvements des animaux sauvages. On avait besoin d'avoir une idée des données et pouvoir les analyser. L'interface utilisateur est un peu difficile d'interagir. On a commencé on voulait vérifier qui recevait les données de cette app, donc on a fait tourner un proxy MITM et on a émulé une ancienne version Android, ce qui nous a permis d'intercepter le trafic réseau. Et grâce à ça, on a trouvé une API, ce à quoi on s'attendrait. On a trouvé les différents endpoints de l'API, différentes méthodes, ce qui nous a permis de scraper la base de données de tous les animaux qui sont dedans. On aurait aussi pu demander, mais c'était plus rigolo de commencer comme ça. On a découvert aussi qu'il y avait des adresses de pages HTML du back-end de l'application qui sont utilisées pour montrer signaler quand on aperçoit un certain animal. Les gens peuvent envoyer ces données-là. Donc nous, on a pu aussi scraper les données relatives à ces signalements. On a découvert que l'animal le plus traqué dans cette application, c'est effectivement l'ibis chauve, suivi par la cigogne sauvage et le spooner, je ne sais pas ce que c'est en français, donc des animaux plutôt grands, des grands oiseaux. Pour vous donner une idée, il y a environ 7300 animaux différents dans cette application. Et on a découvert qu'environ 10% de ces animaux ont des données récentes, des données des 24 dernières heures avec des nouveaux emplacements. Ce qu'on a trouvé intéressant est que ce n'est pas tout à fait une affaire de traquer les animaux, mais c'est un projet beaucoup plus large pour créer une relation entre le public et les animaux. On a trouvé qu'il y avait un peu plus d'1 millier d'ibis. Certains on a des gens qui suivent ces oiseaux, notamment des photographes professionnels qui nous envoient des photos. On a certaines photos qui sont absolument magnifiques, qui sont prises très professionnellement. Et on a bien sûr des gens qui prennent des photos de moins bonne qualité. On reçoit aussi des photos prises parfois à travers des jumelles, ce qui donne une esthétique un peu plus traditionnelle des photos d'oiseaux. On a même des selfies. Et parfois on a même juste des captures d'écran du téléphone ou des photos d'articles de journaux. Donc une espèce d'inception des repérages d'oiseaux. Alors c'est un petit peu le bazar dans ces signalements, mais c'est une bonne chose quand même parce que ça permet aux gens de participer à cette recherche d'une façon qui leur convient. Le but n'est pas ici que les gens apprennent la bonne façon de faire une super photo de très bonne qualité d'un oiseau,
Le but ici est que les gens puissent participer dans cette plateforme en signalant les oiseaux qu'ils ont repérés. Et parfois, ça crée des glitches en quelque sorte, des données un petit peu anormales. On peut avoir par exemple des signalements d'un oiseau qui a besoin d'une aide urgente. Par exemple ici, ça dit « cet oiseau ne bouge pas depuis plus de 24 heures parce qu'il est bloqué dans ce conteneur ». Et on n'avait pas les données GPS. Et les gens prennent les données GPS trop littéralement. Il y a toujours plus ou moins 10 mètres d'incertitude. Et pour parler d'ailleurs de ces données GPS, ce qui est fait à propos des théories du complot sur ces données, le but de ces données est de les mettre sur une carte. Et ce qu'on a fait ici, c'est on a pris un oiseau, Enea, et on a pris toutes les mesures sur un an dans lesquelles l'oiseau a fait un peu plus de 6000 km et nous a laissé plusieurs milliers de points de données. Au nord, c'est la région du lac Constance et en bas, on voit la Toscane. Donc là-dedans, on voit que l'oiseau, comment l'oiseau peut bouger dans un environnement naturel. C'est ce que l'application nous permet aussi de faire sans bouger. Mais il y a aussi c'est un projet qui va dans les deux sens. On s'occupe pas que de regarder les oiseaux. L'oiseau aussi bouge dans l'infrastructure et interagit avec nous. Certains oiseaux, cet oiseau Enea a disparu à un moment donné. Pourquoi? Parce que cet oiseau était en Suisse et que la Suisse a éteint son réseau GSM 2G au début de l'année. Et nos trackers qui se basaient sur une connectivité 2G en Suisse étaient considérés comme étant obsolète et donc a été éteint. Donc ce réseau n'était pas éteint complètement, il était éteint de façon plus locale dans certaines zones, peut-être parce que quelqu'un avait besoin de ces fréquences pour autre chose. Donc certaines antennes sont restées allumées et donc ce qu'on peut voir, c'est en quelque sorte l'oiseau qui cartographie les zones dans lesquelles la connectivité 2G est encore présente. C'était pas utile à l'oiseau, bien sûr, d'une façon biologique ou quoi que ce soit, parce que c'était beaucoup trop intermittent pour nous d'avoir ça, mais soudainement, on pouvait recevoir un petit peu une carte de cette infrastructure qui est en train de s'éteindre petit à petit à travers la carte établie par l'oiseau de ces infrastructures. Alors, si on reprend un peu de recul, et qu'on regarde de façon plus large que cet oiseau, cet individu, on peut se poser la question du rôle de la technologie en tant que mécanisme de soutien pour une planète qui est sur le chemin de la destruction. Ce qu'on a appris, c'est que la technologie n'est pas la solution. La technologie joue un rôle important, mais ce n'est qu'un petit rôle. Il y a beaucoup d'autres acteurs importants dans ces réseaux gigantesques et très indépendants. Ce qui est important, ce n'est pas vraiment la technologie par elle-même, c'est comment la technologie transforme ces acteurs, comment est-ce qu'elle les connecte ensemble dans ces réseaux. Pour capturer cet effet, on a besoin d'un autre point de vue narratif, un antidote à cette façon de voir le monde de la big tech, où la technologie est omnipotente. On pourrait appeler ça peut-être la technologie de tous les jours, la technologie qu'on voit tout le temps, la technologie qui est intelligente socialement, plutôt que la technologie qui est artificiellement intelligente, par exemple.
Donc on peut identifier ces technologies. Donc on ne parle pas de technologie de pointe, c'est pas forcément la meilleure. Les trackers GPS sont des outils plutôt basiques. On réfléchit pas trop à ce que la technologie pourrait faire, mais plutôt à ce qu'elle doit faire. Au long terme, c'est plus important que rester à jour. Une fois qu'on a déployé les trackers sur les oiseaux, c'est très difficile de les récupérer de nouveau et pour le mettre à jour. Un aspect, c'est le coût à long terme. Donc ces trackers ont beau être des trackers très simples, ils coûtent quand même très cher, environ 1 millier d'euros pour l'achat, plus plusieurs euros par mois de souscription, ce qui augmente vite la facture quand on traque plusieurs centaines d'oiseaux. Et ce prix dépend aussi de où vole l'oiseau. Si l'oiseau vole dans des endroits où la donnée est beaucoup plus chère, ça nous coûte plus cher de les suivre. On a aussi des questions de stabilité et de fiabilité qui peuvent être effectuées par des choses extérieures. Par exemple, on l'a vu avec le réseau 2G en Suisse. Donc il faut se rappeler que cette technologie est toujours dans un environnement technologique plus large. C'est ce qu'on a vu en Suisse. Si les réseaux s'éteignent, nos projets à long terme peuvent être mis en danger. En parlant de projets à long terme, une des technologies qui est utilisée plus traditionnellement pour suivre ces ibis, c'est des bagues. Une technologie qui a au moins 130 ans. C'est une technologie qui marche très bien à long terme, qui est très peu invasive pour les oiseaux et qui a presque aucun coût à long terme. C'est une technologie qui a été déjà améliorée digitalement, puisque maintenant, dans ce nombre, il y a de l'information additionnelle qu'on peut voir aussi sur l'oiseau. Et les numéros de ces bagues sont aussi liés à des bases de données. De plus, les gens peuvent identifier les oiseaux plus facilement. Parce que si vous prenez une photo de très bonne qualité, vous pouvez peut-être lire le numéro sur la bague à distance et donc faire des signalements disant quel individu a été observé. Alors, la chose dont il faut absolument qu'on parle, c'est de la technologie de surveillance. C'est facile d'imaginer comment on pourrait utiliser ça de façon abusive. Je pense que la différence ici, ça a trait aux objectifs du projet et aux relations que ça crée. Le fait de suivre ces animaux et le fait de les voir en tant qu'individus nous permet aussi de créer un lien individuel avec ces individus, ces animaux. On a une empathie pour eux en les suivant. Il y a deux choses à voir sur cette image. Un de ces oiseaux ici a créé son nid sur un bord de fenêtre cette année au centre Harley-Davidson à côté de l'aéroport de Zurich. Et donc ils ont mis une webcam après avoir découvert ce nid. Et cette webcam est très sensible à la vie privée, donc ils ont pixelisé la rue publique. Mais bon, ne regardez pas le reflet de la rue dans la fenêtre. Et des fois, on est obligé d'éteindre ces trackers. Par exemple, on a eu un cas ici où quelqu'un essayait de suivre un animal. Et du coup, on a éteint le tracker pour que la personne ne puisse pas suivre et chasser cet animal. Donc, il faut voir que ce projet nécessite une maintenance complète. On a ce qu'on appelle des managers d'oiseaux dont le boulot est de maintenir cette base de données, de maintenir ce projet et de s'occuper des oiseaux. On a découvert que ce projet n'était pas vraiment qu'une affaire de suivre l'oiseau. On a pu extraire des graphes de la migration hivernale et là on peut voir les dates de migration. Donc il y a eu un changement au cours des dernières années. La raison principale est sûrement le changement climatique. Car les oiseaux n'ont pas le besoin de traverser les Alpes. On observe aussi des changements dans les routes de migration, donc des évolutions du sud de la Toscane vers le sud de l'Espagne. Là, on va s'occuper des technologies moins primitives.
On va observer que la technologie est en fait en processus continu. Là, on va parler d'ingénierie climatique et de la relation entre la technologie et la nature. La technologie est quelque chose qui se fait à partir de ressources naturelles et qui est un ressource très destructeur, qui peut avoir un impact négatif sur la nature. Et aussi en temps de crise, il y a aussi un besoin. On voit ici des biologistes qui nettoient les nids des oiseaux, probablement à cause de plastique présent. Mais en soi, la zone est plutôt propre, mais le plastique est vraiment mauvais pour les oiseaux. Et donc nous vivons dans un moment de changement profond de l'environnement écologique à l'échelle locale comme à l'échelle planétaire. On retrouve partout cet aspect de prendre soin des choses dans la technologie, de s'intéresser aux aspects à long terme plutôt qu'à court terme. Et cette technologie de tous les jours nous aide également à abandonner cette idée que la technologie a à voir avec le contrôle. Et ça, c'est une idée qu'on trouve vraiment au cœur de notre monde cybernétique, qui a été établi il y a plusieurs décennies, quand il a dit que la technologie était à propos du contrôle des animaux et des machines. Cette idée de contrôle de la nature, etc., est la source de beaucoup de problèmes dont on a parlé hier, dont on parlera aujourd'hui, dont on parlera dans les jours qui viennent. Parce qu'on a cette espèce de fantasme de l'omnipotence, du contrôle total de notre environnement. Il faut qu'on aille au-delà de ça, ou plutôt dans une direction opposée. Il faut qu'on accepte et qu'on accueille les limites de notre capacité à contrôler et à savoir certaines choses. Et avec là vient une notion de respect et d'humilité nécessaire envers la nature, envers notre environnement. Il faut qu'on fasse en sorte que les humains et les non-humains soient plus autonomes. Pas dans un sens d'autonomie complète, chacun peut faire tout ce qu'il ou elle veut, c'est pas ça l'autonomie. Il faut augmenter les degrés de liberté pour choisir comment est-ce qu'on s'identifie, quelle relation on a à notre environnement. Il faut qu'on construise dans ces systèmes les conditions pour pouvoir avoir de la surprise. La surprise devrait être quelque chose de positif. La surprise est ce qui nous permet d'accueillir la perte de contrôle. Donc, dans ce projet, les technologies qu'on utilise ne sont pas à propos d'atteindre une échelle globale, de faire quelque chose de plus en plus grand. Ce projet a pour but de créer les bonnes conditions pour aller à plus petite échelle, justement, pour réduire ce projet au fil du temps. Pour finir, sur le site web que vous voyez en bas, vous pourrez voir la carte dont on a parlé. Vous pourrez aussi trouver des outils pour explorer cette carte, notamment en audio. Je vous invite à aller regarder le travail des biologistes de ce projet. Nous avons également quelques impressions de cette carte. Il y a un PDF sur le site web que vous pouvez télécharger. Mais on a quelques impressions ici. De toute évidence, on les a oubliées à l'hôtel. Donc, on les amènera demain. Donc, si vous nous trouvez demain, on sera ravis de vous donner une de ces impressions. Merci beaucoup. Bon, alors, est-ce que les gens peuvent se poser des questions? Est-ce que vous pourriez poser l'image où vous transportez les oiseaux? Est-ce que les oiseaux ont vraiment traversé depuis l'Italie? Alors, ils ont volé du nord vers le sud. Une fois qu'ils ont fait le trajet migratoire dans ce sens-là, ils se rappellent du trajet dans l'autre sens et là,
l'année suivante, il se rappelle du chemin. Donc on a besoin de le faire qu'une seule fois. Mais la route initiale était d'environ 800 km. Dans le nouveau chemin migratoire où il faut qu'ils contournent les Alpes, c'est plus long, tout simplement parce qu'ils partent plus tard et ils n'ont pas les vents qui leur permettent de les porter. Là, on a environ 1300 km. Ça leur prend environ 1 mois à 6 semaines. Les oiseaux seuls iraient beaucoup plus vite, mais l'ULM est plus lent. Donc on est obligé d'apprendre aux oiseaux à voler plus lentement pour pouvoir voler avec cet ULM guide. Et techniquement, la destination de cette migration, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la mémoire de l'oiseau. Ils peuvent trouver leur chemin, même s'ils doivent faire un détour, ils peuvent retrouver leur chemin eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'aide pour ça. Il faut juste qu'ils aient appris la route une fois. La question qui me vient en tête est quelle technologie est-ce que vous n'avez pas été encouragé de suivre? Pourquoi ne pas avoir utilisé par exemple un AirTag ou des recommandations des utilisateurs? Est-ce qu'on peut traquer les oiseaux de manière non invasive? Alors, il y a plusieurs niveaux de tracking ici. L'un, c'est les biologistes qui travaillent de façon très rapprochée avec les oiseaux, qui s'occupent littéralement des oiseaux, qui leur ont appris notamment les routes migratoires. Ces biologistes apprennent énormément sur les oiseaux à travers ce tracking. Un autre aspect, c'est qu'on a besoin, dans notre imagination collective, d'avoir un espace pour les animaux sauvages. Pour la plupart d'entre nous qui vivons soit dans des villes, soit dans des zones très cultivées, on ne rencontre pas beaucoup d'animaux sauvages. Et quand on les rencontre, ils sont anonymes. Le fait d'avoir ce suivi, ces bagues notamment, nous permet d'avoir à la fois un tracking, mais aussi simplement une observation dans laquelle on peut créer une autre narration, une autre façon de s'identifier à ces oiseaux. C'est pas un animal domestique qui est contrôlé, mais c'est pas non plus un animal qui est anonyme. On sait que cet animal, cet individu, a ses caractéristiques. Il a tel âge. L'année dernière, il a eu un accident où il a eu 2 petits. Et ça nous permet d'avoir un sens que c'est un être à part entière et pas juste une chose aléatoire qui passe par là. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer votre propre outil de tracking? Non, on n'a pas vraiment pensé à faire ça, plutôt à cause du temps. On a demandé aux constructeurs s'ils pouvaient mettre le code open source. Mais le constructeur n'a pas voulu publier les designs de ces pièces. C'est dommage parce que ça aurait pu intéresser d'autres biologistes, etc. Mais il y a beaucoup d'investissement, de travail à faire là-dedans et c'est difficile de faire ça pour nous de façon open source. On a 2 questions maintenant des internets. Première question, est-ce que le son du paramoteur le bruit du moteur du paramoteur était un problème quand ils entraînaient les oiseaux? Oui, ça a pu être un problème. C'est aussi pour ça qu'on avait des entraînements avec les oiseaux pour les habituer au son de l'aéronef. On a fait des petits vols autour des lieux de reproduction. Alors, une deuxième question. Il se demande comment est-ce que la migration en Espagne a affecté les routes migratoires? Alors, à l'heure actuelle, ça n'a pas beaucoup d'effet parce que les oiseaux passent beaucoup de temps à se nourrir, à chercher des vers pendant leur migration. Donc, une fois qu'ils arrivent à leur destination, il y a un autre projet de réintroduction
qui fait aussi, qui prend aussi en charge les oiseaux, qui s'en occupe aussi d'une façon. Donc de ce qu'on a vu, ça ne pose pas de problème majeur pour le bien-être des oiseaux d'avoir cette nouvelle route. Le principal problème qu'on a vu, c'est que quand les oiseaux décollent trop tard d'Europe du Nord, les vents au-dessus des Alpes ne sont pas suffisants pour que les oiseaux arrivent à passer au-dessus des sommets. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont déroutés vers l'Espagne. Je voulais poser une question à propos des gens. Il me semble que c'est un projet très divers, avec beaucoup de gens différents qui viennent de la tech ou d'autres qui sont socialement intelligents. Je me demandais comment est-ce que vous aviez pu mettre ces gens ensemble pour ce projet multidisciplinaire. Depuis qu'on observe les oiseaux plutôt que de construire ces outils technologiques, on est... Je voulais demander si c'était possible de récupérer les trackers après quelques années ou est-ce que c'est pas faisable? Alors, c'est plutôt difficile de les récupérer, en tout cas sur les oiseaux vivants. Une fois qu'ils sont morts, c'est plus facile. Mais tout simplement parce que une fois que les oiseaux sont là sont en liberté depuis plus longtemps, ça leur cause plus de stress d'être réattrapés. On a dit que l'attachement qu'ils créent envers les biologistes, ça menuise avec le temps, mais il ne disparaît vraiment jamais. Donc même si les oiseaux reconnaissent encore les gens après quelques années, le fait de les attraper, le fait de les remettre en captivité, c'est quelque chose qui leur cause beaucoup de stress une fois qu'ils ont perdu cette habitude. Donc c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est fait, qui n'est pas vraiment possible. On a des oiseaux qui volent avec des trackers qui sont cassés, qui n'auraient plus de données, et c'est juste comme ça. Merci beaucoup.